Bonjour les voyageurs, ou bonsoir. Je vous avais prévenu lors de mes premières vidéos et sur mon blog que je me permettrais de parler de spiritualité. Je ne me considère pas comme un sage de la montagne ayant accompli le samadhi ou quoi. Je suis juste un éternel étudiant et c'est déjà bien de réussir à faire des sorties du corps, alors tranquille. Le but de cette vidéo est de vous expliquer certains concepts, puis de vous proposer les exercices que j'ai suivis durant mes années de pratique ésotérique. Vous aurez donc des vidéos de méditation avec des sons binauraux que je créerai moi-même, avec des instructions précises. Cela sera à mon petit niveau, comme une école de mystère à distance, sauf que je suis très attaché à l'idée d'indépendance et d'autonomie spirituelle, donc je vous donnerai tout pour pratiquer de votre côté. C'est ça la spiritualité concrète. Voilà, comme ça, c'est dit, on passe à autre chose. En tout cas, ce que je peux vous dire un petit peu de ce qu'on va parler de l'historique et du pourquoi, c'est que cela fait une décade, voire un peu plus, que je suis un certain chemin, tout en papillonnant à droite à gauche pour la culture générale. Et je souhaite partager avec vous le maigre fruit de ces années qui n'ont pas été une quête continue, faut pas croire, mais plutôt décousues dans l'ensemble. Voilà, comme ça c'est clair, posé, bien. Oui, parce que je ne suis pas le neveu du Dalai Lama ou un pseudomètre ascensionné qui a décidé de se réincarner pour bouffer du McDo et des kebabs, ok ? Le module disclaimer étant posé avec succès, on va passer à la suite. Alors tout commence quand j'avais 12 ans. J'avais un bouquin, Marabout sur le yoga, avec des gens en slibard qui faisaient des pauses. Et je me disais, ah tiens, ça fait spirituel, je vais pratiquer. Mais surtout j'avais vu un passage en particulier, ouvrez guillemets de citation, faut que je trouve. Laya Yoga et Mantra Yoga, qui sont des incantations, acquisition et développement de pouvoirs psychiques via le corps éthérique. J'étais fou quoi. J'avais 12 ans, hein. Donc moi déjà j'étais même pas prépubère. Pour moi que la spiritualité c'était avoir des pouvoirs télékinétiques pour faire des dingueries. Donc vous voyez un petit peu la maturité. Je me serais bien mis une petite gifle derrière la nuque comme ça, propre, rapide, direct. Mais il faut bien commencer quelque part, vous me direz. Et que celui qui n'a jamais fait le kéké spirituel me jette la première pierre, mais je risque d'être cabossé quand même. Alors pour les chakras, toutes les conneries que j'ai pu ingurgiter dessus, je vous dis pas. En vrai, c'est juste l'expérimentation directe et ce côté un peu rationnel qui s'est réveillé en moi par la suite qui m'a aidé à ne pas acheter les bracelets chakras, les bagues, les amulettes et le sarouel blanc avec la chemise de lin blanc égyptien qui fait un peu gourou comme ça. Non, il y a aucun problème avec ce style, c'est pas le mien juste. Mais c'est juste qu'à l'époque, la littérature la plus abordable, et c'est toujours un peu le cas maintenant, nous venait des hippies, qui après avoir bien appliqué le credo sexe, drogue et rock'n'roll, se sont tournés vers plus de recherche expérimentale. Et c'est bien. Mais le problème, c'est que une expérimentation peut être négative. Enfin, une recherche expérimentale peut être négative, surtout quand il s'agit de la recherche d'une insatiable envie de consommer toujours plus. Alors, on peut avoir envie de consommer des expériences sans pour autant chercher à en connaître l'essence, à faire un travail là-dessus et un travail sur soi. Bienvenue dans les années 60-70 quoi. Et c'est là qu'on a commencé à entendre parler des chakras, avec de beaux dessins. On disait libère tes chakras mon frère. Oh, tu as le chakra bloqué, je vais t'ouvrir le chakra avec une méditation. On a tous entendu parler de ça, ou on a tenu un discours de ce genre en utilisant des mots qu'on pensait maîtriser, et surtout, qu'on pensait tout connaître sur ces concepts. Mais alors, voyageurs, vous allez me dire, c'est quoi les chakras ? Attendez. J'ai été baigné comme vous, sûrement de toutes ces images iconographiques représentant des silhouettes avec des chakras en couleur. Mais ne soyons pas dupes. Nous ne trimballons pas de boules, de lumière, de vortex colorés dans le bide. Néanmoins, il y a une vérité cachée dans tout ça. Je ne prétends pas forcément la connaître absolument, mais je vous propose de faire un bout de chemin ensemble pour tenter de présenter tout ça. Avant toute chose, nous ne pouvons pas plonger dans cette étude sans ajouter un module à notre logiciel d'analyse et d'interprétation. Peut-être que vous l'avez compris ou pas. Pour aborder la spiritualité ou l'ésotérisme, il faut être familier avec le raisonnement par analogie. Ce raisonnement nous permet de faire des comparaisons, des correspondances, en somme, de mettre en rapport deux éléments qui en apparence semblent très différents. C'est un raisonnement inductif permettant d'aller du particulier
au général. Il faut savoir que le raisonnement inductif est utilisé en science pour émettre des théories, alors que dans d'autres domaines du savoir comme le droit, il est peu considéré, parce que très arbitraire si on l'applique à la vie d'un homme face à la justice. L'ésotérisme et la spiritualité sont baignés d'analogies, et c'est je pense le moyen le plus efficace que les écoles des mystères égyptiennes, pour ne citer que celle-là, avaient pour tenter d'expliquer, ou plutôt pour comprendre la nature, pour cheminer avec elle. Une nature qui nous échappe le plus souvent, et c'est pour cette raison que, sans ordinateur ou modèle scientifique moderne, nos ancêtres ont dû mettre en place des façons de réfléchir en gardant la part belle à l'intuition. Mettre en rapport les choses pour produire des hypothèses, voire des perles de sagesse. Vous avez entendu parler de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est une sorte d'analogie qui permet par la suite à l'étudiant de passer par tous les stades de la rumination intellectuelle et par la suite de le vivre réellement par des expériences mystiques. Cette simple phrase peut amener une vie d'étude, mais on la balance souvent gratuitement parce que ça fait beau et ça fait classe. Et donc, en étudiant le système énergétique, nous allons utiliser des analogies, car c'est ce qui nous permet de commencer à visualiser un chemin. Je resterai en général dans le système hindouiste, en le mettant en rapport avec la sagesse égyptienne quelquefois. C'est-à-dire que je vous présenterai deux points de vue, pouvant avoir des similitudes, mais je ne me permettrai pas de faire trop de syncrétisme. Je préfère l'étude comparée au syncrétisme, car j'ai peur que cela mène à changer le message primordial que voulaient nous faire passer les anciens de telle ou telle tradition. Présentation du système chakra. Alors, les chakras tels que nous les connaissons, dans leur iconographie classique, nous viennent de l'Orient, de l'Inde pour être précis, et dans les textes védiques pour être encore plus précis. Donc on est sur des textes très anciens quand même. On dit que cette terre était autrefois le berceau spirituel choisi après le déluge qui a vu l'ancienne civilisation humaine sombrer. Admettons. C'est effectivement un centre important pour beaucoup de personnes et de traditions. C'est donc de là-bas que nous allons commencer notre voyage. Chakra veut dire ainsi roue ou disque. C'est très intéressant, car le cercle, la roue, peut-être même dans son image tridimensionnelle, la sphère, est un symbole de la divinité. Le cercle n'a ni commencement ni fin. Il est pour toujours et il est atemporel, car il est impossible d'avoir un avant et un après. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en magie, les protections sont des cercles, car ils renvoient à cette conscience intemporelle qui a réussi à manifester un espace et un temps en d'infinies proportions. Ces disques seraient reliés entre eux par un système de grands canaux, avec 3 grosses artères si l'on peut les appeler ainsi. On a donc Ida et Pingala, qui serpentent autour et dans les chakras, et Sushumna, le canal royal, qui traverse en ligne droite les chakras. En hindouisme, on dit qu'Ida et Pingala représentent respectivement Shakti et Shiva. Shakti, c'est une énergie féminine qui symbolise ce qui permet la création, quand elle est Parashakti. Dans le système hindouiste, elle se love dans le coccyx, sous la forme d'un serpent au repos. Le serpent rajoute un peu cette symbolique un peu chtonienne, terrestre, mais surtout d'une énergie en mouvement, dont l'essence même est la création. Sans entrer dans le détail, cette déesse se décline en plusieurs entités pour symboliser un moment ou un attribut précis. On pourrait considérer que le cosmos physique est ainsi le corps nu de cette déesse primordiale. Donc en conclusion, on peut dire que Shakti, c'est l'énergie qui construit, celle qui permet la manifestation dans la réalité physique. Shiva, lui, c'est une énergie masculine et céleste qui symbolise la conscience divine. Dans l'hindouisme, c'est un dieu qui est très révéré, qui est symbole de tout ce qui est caché, tout ce qui est non manifesté, et donc par extension subtil et infini. Shakti et Shiva se répondent mutuellement dans le système de chakras. Ils s'entrelacent pour se fondre l'un dans l'autre, jusqu'à réaliser l'union primordiale au sommet du crâne. D'un point de vue hermétique, il est intéressant de noter qu'Ida, c'est la lune, et qui a pour fonction justement de ralentir certains processus du corps, tandis que Pingala, le soleil, va les accélérer. Vous voyez toute l'utilisation d'images et symboles qui est faite ? Ida, la lune, possède les mêmes caractéristiques que l'eau, que l'on peut étudier dans le système aristotélicien. Non pas l'eau que vous pouvez expérimenter sous sa forme chimique H2O, mais une substance qui posséderait les caractéristiques de s'étendre, de ralentir, d'être magnétique et d'absorber de l'information. Elle est régie par la lune,
avec qui elle partage une relation. On le voit avec l'influence qu'elle a sur les marées par exemple. Pingala, c'est l'élément feu. Il se concentre, il est chaud et rayonne à la manière du soleil. Il diffuse l'information. Chacun de ces deux aspects possède un pouvoir générateur et destructeur. On peut dissoudre dans l'eau alors qu'il est aussi source de la vie matérielle. Et c'est la même chose pour le feu primordial, qui détruit tout sur son passage ou qui peut nourrir la vie et la sauvegarder. Vous vous dites, mais c'est comme si j'avais l'univers en moi. C'est précisément cela. Nous serions à l'image de cet univers physique. Nous sommes autant en elle qu'elle est en nous. D'ailleurs, en sortir du corps, il ne serait pas étonnant que l'on voyage en réalité à l'intérieur du miroir de l'univers qui est nous. C'est une image presque poétique, très philosophique. Je n'y suis pas forcément attaché, mais j'y suis sensible. Sushumna, c'est ce canal central très mystérieux qui vient du sanskrit l'enveloppe. Il traverse de part en part les centres énergétiques et semble lié à l'activation de la Kundalini. Aussi, il faut préciser une chose. Les chakras ne font pas partie du modèle qui concerne les nadis. Le rôle des chakras sont plutôt celles de formes symboliques qui sont superposées sur le corps physique. C'est comme si on prenait au premier degré ces figures où on superpose les séphirotes et le corps humain. Il y a un sens à tout ça, mais apparemment aucune réalité physique, ou même subtile. Il faut le voir comme un outil de méditation permettant de visualiser ces centres endocriniens pour les contrôler. Les nadis sont donc un système, à contrario pré-scientifique. Les guérisseurs et sages essayaient de comprendre de façon intuitive comment fonctionne notre corps physique pour la santé. Parce que c'était un enjeu depuis très longtemps de pouvoir maintenir sa santé. Et les nadis sont très nombreux. Ce sont des genres de canaux subtils qui participent à l'alimentation en prana de notre organisme. De là, les médecines orientales sont apparues et ont formé un ensemble de corpus médical. C'est quelque chose d'éminemment pragmatique et pratique. Ces nadis n'apparaissent pas sous forme physique. Et si on suit l'analogie manifestée et non manifesté, alors les nadis sont le non manifesté du système nerveux, là où le mental est le non manifesté du cerveau. En effet, on peut mesurer le cerveau, on peut l'étudier, on peut le toucher. C'est tangible, et donc fini. Mais on ne peut pas mesurer un mental. Il n'est pas manifesté dans la matière, et il est potentiellement infini. Donc le système des chakras, c'est autre chose, c'est avant tout un chemin initiatique. En réalité, mis à part les nœuds des canaux praniques au niveau des glandes endocriniennes, on ne retrouvera pas de vortex de couleurs à l'intérieur de notre corps physique. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas une vérité absolue, je n'ai jamais remarqué de boules de lumière colorées arc-en-ciel en sortir du corps. Du coup, les images que j'utilise comme celle-ci ou celle-ci nous viennent essentiellement du New Age. Et vous savez quoi ? C'est pas grave. Parce que l'effet placebo égrégorique fera que si vous pensez vraiment qu'en chatouillant le chakra sacré, ça vous fera trembler en mode Kundalini Super Saiyan, vous aurez des symptômes conformément à vos croyances, et un point c'est tout. Donc peu importe vos convictions, si elles vous permettent d'avancer sur votre chemin, c'est positif. Si vous faites du surplace, que c'est pour le fun, alors c'est bien autre chose. Dans le système hindouiste, nous avons donc 7 chakras. Stop. On va faire un peu de numérologie. Pourquoi 7 ? Pourquoi pas 12, ou 122, ou 50, ou mieux 42 ? Alors en ésotérisme, on a un truc avec les chiffres. Et je vous en parlerai en détail un jour. Les chiffres, c'est presque magique. Et pour cause, pensez aux nouvelles écoles d'Alexandrie où les domaines du savoir et de la sagesse étaient réunis. Toujours cette histoire de non manifesté et manifesté, n'oubliez pas. Les nombres et leur utilisation n'étaient que l'ombre matérialisée de concepts non manifestés, que les étudiants mettaient des années à comprendre, connaître et assimiler. Tout était bon pour coder la sagesse, d'un cryptage permettant à l'intelligence humaine, par ce seul cheminement, d'accéder à un nouvel état d'être. En effet, il existe une raison pour laquelle les voies sont cachées aux profanes, car elles nécessitent le cheminement qui permet de comprendre. Si je devais rencontrer un sage qui me donne ipso facto que le sens de la vie c'est 42, alors il se peut que je ne comprenne absolument rien. Parce que je n'aurais pas fait le cheminement intellectuel, psychique et corporel pour intégrer les petites perles de sagesse que je devais ramasser. La destination, c'est cool. Le voyage, c'est encore plus cool. 7. Alors pourquoi 7 chakras ?
Alors 7, on peut penser aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel hein, si on suit les analogies New Age, qui est quand même assez récente, mais on ne va pas cracher dessus si elle parle, elle peut parler à certains symboliquement, c'est pas très grave, même si les couleurs n'ont rien à voir dans le système hindouiste. Le 7 renvoie à un ordonnancement particulier, il en existe d'autres, il y a le ternaire, le système quadripolaire, donc on a un septénaire. De tout temps, on a essayé de trouver des liens entre les choses, les êtres et la nature. Et donc évidemment, les pratiquants de spiritualité basée sur les nombres ont essayé de mesurer les choses entre elles. Chez les Égyptiens, le 7 c'est la vie éternelle, et il symbolise l'espace et le temps, les 4 points cardinaux et les 3 concepts de temps que l'humain expérimente de façon sensible, avec le passé, le moment présent et le futur, ou alors on peut le voir comme étant le ciel. Car que se passe-t-il lorsqu'on unifie le 3, qui est le masculin Shiva, et le 4, qui est terrestre et nourricier? On obtient tout simplement l'univers en mouvement. Le 4, pour un carré, formant le socle solide, une fondation de matière, pour le temps, ou le ciel au-dessus, plus subtil, qui s'écoule dans nos esprits, sous la forme d'un triangle. Mettez ça en 3 dimensions, et vous avez une pyramide, oh my god, c'est l'Atlantide, j'en peux plus. Il faut un effort considérable pour éviter de mélanger les concepts issus de différentes cultures, mais il ne faut pas oublier que les symboles sont souvent universels, et bien sûr il y a des exceptions, voire des inversions. Mais c'est quand même à souligner. Par exemple, dans le soufisme iranien, on y retrouve une altération d'un quelque chose qui s'est un peu islamisé, mais qui nous parle de 7 vallées à traverser pour atteindre la mort mystique. Donc le 7 est utilisé comme base d'un système d'initiation menant à la perfection ou à une destination, l'univers dans sa globalité. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si le système des chakras est calqué sur le chiffre 7. D'ailleurs, je me rappelle de Franz Bardon, pour vous montrer à quel point l'étude d'un chakra tout simplement pouvait être importante. Il affirmait dans Chemin de la véritable initiation magique que l'on peut passer plusieurs années dans l'étude d'un seul de ces chakras, et qu'une vie entière peut ne pas suffire. C'est un système oriental hyper hardcore, et il est adapté aux besoins de ces personnes-là qui étaient, je pense, beaucoup plus sérieuses et ascètes. Tandis que les occidentaux ont déjà des formes d'initiation qui est la leur, égyptienne notamment ou grecque. Parce que c'est pas parce que l'Égypte est en Afrique du Nord que c'est pas l'Occident, hein. D'accord? C'est un des berceaux de la spiritualité occidentale, l'Égypte. En tout cas, vous avez par exemple le Muladhara, que vous voyez à l'écran, qui n'est pas une simple décoration, hein. Réfléchissez à la signification de chaque élément. C'est une étape, puis des exercices qui sont proposés. Mais je n'ai pas d'informations précises sur cette voie ésotérique. Chaque chakra est teinté d'un élément ou tatwas. Le tatwas, c'est justement cette substance éthérique qui est teintée d'un élément. Donc on a le feu, la terre, l'eau et l'air. Mais il ne faut pas les comprendre dans leur aspect matériel. Il s'agit plutôt d'idées qui vont permettre de comprendre un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette substance subtile. Par exemple, pour le Muladhara, c'est la terre. Le Swatisthana est teinté par l'eau. Puis Manipura, le feu. Anahata pour l'air, qui harmonise, rééquilibre. Vishuddha pour l'éther ou Akasha. Et enfin, Sahasrara, qui irrigue les autres de sa force. Chacune de ces roues serait liée à une glande du système endocrinien. On a donc tout un jeu de neurotransmetteurs et hormones qui vont servir au sein d'une alchimie interne. L'initiation, c'est donc aussi être le maître de soi, être le maître de son intériorité. Le corps physique, un laboratoire et un temple pour notre conscience. Ainsi, pour le chakra qu'on appelle racine, nous avons les glandes reproductrices. Très sommairement, on peut l'associer à la testostérone et l'œstrogène. Chakra sacré pour les glandes surrénales, avec l'adrénaline qui nous permet de prendre des décisions rapidement, soit se tirer très vite dans la direction opposée ou se battre. Le pancréas avec l'insuline pour le chakra du plexus. Le cœur avec le thymus et son pendant les thymosines liées au fonctionnement des défenses immunitaires. Petite comparaison, les Égyptiens, pour eux, il était évident que le cœur, Ab, était le siège de l'énergie créatrice et de l'âme, Ba.
On remarque d'ailleurs que Ab, c'est le verlan de bas qui est l'âme, ou cœur conscience comme il l'appelle. Enfin, chakra de la gorge avec les glandes thyroïdiennes, l'hypophyse pour le chakra du troisième œil, avec des hormones qui contrôlent les fonctions des 5 autres glandes. Et enfin, nous avons la glande pinéale qui règle les cycles biologiques, y compris le sommeil, comme les autres chakras et les glandes qui travaillent ensemble. Ok, bon, on sait tout ça, et on en fait quoi en fait des chakras? On devient Hokage à la place du Hokage, et il se passe quoi? Ben, on fait la Kundalini Yoga, mes amis. Et du coup, il faut se pencher sur ce que c'est que la Kundalini. Bon, ce sera pas forcément exhaustif ce que je vais vous dire, mais vous aurez une idée un petit peu de ce que c'est. Kundalini veut dire ce qui est enroulé, et on parle de cette énergie qui est à la base de notre colonne vertébrale. Le serpent est ainsi associé à la création perpétuelle, comme vous le savez, à cause de ses mues et sa capacité à se redresser, alors qu'il se déplace de tout son corps au contact de la terre. Dans le cadre de la Kundalini Yoga, on considère ainsi que les deux énergies qui ont été mentionnées auparavant, donc Shakti, Shiva, Ida, Pingala. Une autre image pourrait présenter Shiva comme étant de la matière première inerte, attendant son double polarisé Shakti, qui a le pouvoir de guérison pour lui insuffler la force de vie. Shakti serait, si on descend d'un cran en termes d'analogie, l'énergie telle qu'on la connaît en science, c'est-à-dire un changement d'état. Et Shiva, la matière physique. Et à l'image de l'union sacrée entre ces deux forces spirituelles, on s'aperçoit aussi que, en science, l'énergie et la matière sont intriqués, ils sont très liés, ils sont même indissociables. Cette dualité naît de l'unité qui tend à se réunir pour se reséparer dans une création infinie qui semble être la règle. Le but de toutes ces pratiques serait de réveiller cette énergie féminine, cette Shakti, en nous et la faire remonter jusqu'à ce dernier centre. Cela aurait pour effet une libération ou illumination. Je pense que, comme beaucoup, on imagine qu'une fois complètement réveillé, on sort avec des super pouvoirs et une sagesse infinie qui nous tombe dans le bec. Les gens, ils ont cru que c'était Marvel, quoi, c'est sûr. Non, mais c'est un chemin d'initiation qui a justement pour but, sur le sentier d'accumuler connaissances, méditation et expériences mystiques. C'est un travail difficile qui ne semble pas être ces choses faciles que l'on peut voir en Occident. Du coup, du point de vue du voyageur, il se passe quoi? Alors les seules fois où je sens que je bidouille mon système énergétique, c'est lors de 3 exercices simples mais difficiles à maîtriser. Donc lors d'une absorption, d'une émission d'énergie, et lors du vélo, le Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation. Ces 3 exercices se concentrent sur ce qu'on appelle la visualisation corporelle. C'est un peu étrange et contradictoire dit comme ça, visualisation corporelle. Mais on parle plutôt de concentration kinesthésique, quoi. On se concentre sur ce qu'on perçoit au niveau du corps, au niveau de la peau, quoi. Et en atteignant un calme mental et physique, en se relaxant tout simplement, on devient beaucoup plus attentif à ce qui se passe sur et dans notre corps physique. Et il s'en passe des choses. Si on fait attention, on remarquera qu'un monde de perception existe, sans avoir besoin de visualiser. Je ne dis pas que visualiser c'est mauvais, juste que si vous effectuez un exercice spirituel ou psychocorporel, vous n'allez pas commencer à diviser votre intention et votre attention sur chaque sens. Vous allez focus sur une modalité pour être efficace. Si vous avez suffisamment de clarté mentale, vous pouvez lors d'une absorption capter de l'information de la cible. C'est la base d'une faculté que l'on appelle la psychométrie et qui permet de connaître l'histoire d'un objet ou d'une personne. La diffusion d'énergie permet de charger un lieu avec une information. On peut soulager aussi une douleur, imprimer un pansème dans une pièce, ou tout simplement réaliser ce qu'on appelle un couplage énergétique. Le vélo, quant à lui, est un véritable couteau suisse permettant de créer un état vibratoire, plus ou moins puissant, qui dans la théorie de l'IAC, donc l'institut qui étudie de façon pragmatique la conscience, consiste à créer une harmonie entre les différents centres énergétiques, et pas chakras du coup, afin de s'imperméabiliser contre les éléments extérieurs qui voudraient nous nuire et accéder à des états modifiés en gardant sa conscience lucide à tout moment. Je vous renvoie naturellement à mes vidéos sur le vélo,
et les 2 méditations qui sont là pour vous aider à travailler cet exercice particulier. Je vais réaliser d'autres vidéos sur ces thèmes-là et vous donner d'autres exercices bien sûr. Merci d'avoir suivi jusque-là, en espérant que je vous ai donné quelques petits éléments comme ça à manger. À bientôt et expérimentez bien.